It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Prescriptions, co-pays, lab tests. Even with insurance, healthcare can cost thousands every year. But not for me, because I'm enrolled in VA Healthcare. My service was then. My benefits are now. Get what you earned. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here. Laudetur Jesus Christus. Le président sud-coréen en sursis, les députés ont déposé une motion de destitution contre le chef de l'État après qu'il a instauré pendant quelques heures hier à la surprise générale la loi martiale. On fait le point juste après les titres. Le Premier ministre français lui aussi sur la sellette. Michel Barnier et son gouvernement font face à une motion de censure, mais il compte sur le bon sens des députés pour ne pas aller jusqu'au bout du processus. Le conflit à Gaza et la question latente de la création d'un État palestinien. Une conférence aura lieu en juin 2025 à l'ONU, annonce faite hier par le prince héritier saoudien et le président français. Nous verrons pourquoi l'Arabie saoudite s'engage ainsi sur ce dossier. L'Ukraine presse l'OTAN de l'intégrer, mais pour les 32 membres de l'Alliance Atlantique, il est encore bientôt avant d'accepter cette requête. La priorité reste de se préparer à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. La liberté de la presse en Afghanistan, un mirage comme tant d'autres libertés dans le pays. Les talibans ont établi un strict contrôle sur les médias. Nous en parlerons avec Reporters sans frontières dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, une loi martiale de quelques heures en Corée du Sud, suffisamment pour semer la panique et susciter l'inquiétude au pays du matin calme. Après l'instauration surprise hier de ce régime d'exception puis son abrogation, le président sud-coréen affronte ce mercredi une motion de destitution déposée par les forces de l'opposition. Beaucoup de confusion politique encore ce matin, Delphine Allaire. Le calme est revenu dans les rues de Séoul, Xavier, mais l'opposition et les syndicats ne décolèrent pas. Manifestations et grèves générales illimitées sont convoquées après cette décision du président sud-coréen. Le principal parti d'opposition du pays demande la démission de Yoon Suk-yeol, l'accusant d'insurrection, même si la tentative est finalement ratée. En conférence de presse ce matin, les 6 partis d'opposition annoncent porter plainte pour rébellion, mais n'indiquent pas de date de vote pour la motion de destitution qui pourrait intervenir dès vendredi en l'absence de démission. Elle devra réunir une majorité parlementaire des 2/3 pour être adoptée. Et c'est grâce aux députés réunis en catastrophe hier soir au Parlement, dont l'armée avait déjà investi les toits, que la loi martiale a pu être abrogée et la pression mise sur le président. Sa cote de popularité est déjà très faible. Il accusait hier soir en direct à la télévision l'opposition de constituer des forces hostiles à l'État pro-nord-coréenne sur fond aussi de désaccords budgétaires et justifiait ainsi cette suspension de la vie politique, une première depuis plus de 40 ans en Corée, dont la démocratie est souvent mise en avant. Point de référence notamment pour les États-Unis face à d'hostiles voisins nord-coréens et chinois. Delphine Allaire. Et la Maison-Blanche affirmait, elle, qu'elle n'était pas au courant des intentions du président Yoon. Les Nations Unies et le Royaume-Uni ont aussi fait part de leur inquiétude, tandis que la Chine a appelé ses ressortissants à la prudence. Moscou, qui a resserré ses liens récemment avec la Corée du Nord pour sa guerre en Ukraine, a jugé la situation alarmante.
conséquence de ce pic d'incertitude. La bourse de Séoul a clôturé tout à l'heure en baisse de 1,4%. Nouvelle soirée de protestation hier en Géorgie. La police a utilisé un canon à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser des milliers de manifestants pro-Europe à Tbilissi. Certains d'entre eux ont tenté d'escalader les murs du Parlement. Le Premier ministre a accusé hier l'opposition et les ONG d'avoir orchestré ces violences, selon ses termes. Quant à la présidente, elle a dénoncé l'usage disproportionné de la force par la police, des arrestations massives et des mauvais traitements, comme elle l'a écrit sur X. En France, le Premier ministre en sursis hier soir. Michel Barnier a plaidé dans un entretien télévisuel pour que les députés des oppositions ne renversent pas son gouvernement cet après-midi, quand l'Assemblée nationale se prononcera sur 2 motions de censure, l'une déposée par une alliance de partis de gauche, l'autre émanant du parti d'extrême droite Rassemblement national. Le chef du gouvernement minoritaire de centre-droit a prévenu qu'une censure rendrait tout plus difficile à un moment où la France traverse une crise politique et financière. Marie-Christine Bonson. Dans son entretien télévisé, Michel Barnier a lancé qu'il ne veut pas s'accrocher à son poste à cause des dorures et des voitures officielles, mais pour servir l'intérêt national. Le chef du gouvernement, nommé il y a moins de 3 mois par le président Emmanuel Macron, en a appelé au sens des responsabilités des députés et leur a demandé de lui donner plus de temps. Il a estimé qu'il est possible qu'aucune des 2 motions de censure ne soit approuvée cet après-midi. Prenant à témoin les téléspectateurs, Michel Barnier a même brandi le texte de la motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire, en affirmant que l'alliance des principaux partis de gauche y insulte les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national et que Marine Le Pen et ses députés ne sauraient voter en faveur de la motion du NFP, celui-ci refusant par ailleurs d'appuyer la motion déposée par le RN. M. Barnier a affirmé qu'il ne veut pas faire de catastrophisme. Cependant, il a prédit, et je cite, que la chute de son gouvernement rendra tout plus difficile et plus grave. En déplacement en Arabie Saoudite, Emmanuel Macron a repris les arguments de son Premier ministre. Néanmoins, le président a semblé se démarquer de celui-ci quand il a appelé la classe politique française à ne pas faire peur. La France est un pays riche, solide, avec des institutions et une constitution stable, a ainsi fait valoir le président Macron. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican. Le président Macron, qui sera-t-il rentré à temps pour suivre l'examen de la motion de censure contre le gouvernement Barnier? Emmanuel Macron, en effet, achève aujourd'hui sa visite d'État en Arabie Saoudite. Hier, sur place, il a annoncé qu'il co-présiderait avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman à New York une conférence sur la création d'un État palestinien. Ce sera en juin 2025, une conférence convoquée hier par l'Assemblée générale des Nations unies. La communauté internationale prépare donc l'après-guerre à Gaza et l'Arabie saoudite entend bien y jouer sa part. L'analyse de Bastien Bory. De l'importance d'impliquer des puissances non occidentales dans le processus de paix israélo-arabe qui pourrait prendre un nouveau tournant une fois la guerre à Gaza terminée. Le président français se donne 6 mois pour envisager des percées avec un prince héritier d'Arabie Saoudite dont l'intérêt est tout autant de reconnaître l'existence d'Israël que de participer à la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Une large part de la population saoudienne étant en effet très sensible à cette cause palestinienne, Mohammed Ben Salman doit satisfaire son opinion pour assurer la stabilité de son pays, mais n'oublie pas pour autant de lorgner sur les transferts de technologie que permettrait un accord de paix avec l'État hébreu. Et puis, hormis une série de contrats commerciaux entre Paris et Riyad, l'autre sujet des discussions entre Emmanuel Macron et MBS porte sur le Liban, où les Saoudiens ont perdu en influence depuis l'assassinat en 2005 de leur allié et ancien président Rafik Hariri. La France espère aujourd'hui récolter des pétrodollars afin notamment de développer les capacités militaires de l'armée libanaise, bientôt déployée dans le sud Liban en lieu et place des forces du Hezbollah. Bastien Bory aux Émirats Arabes Unis pour Radio Vatican. Du cynisme et du réalisme, c'est ce que revendique le chef des affaires humanitaires des Nations Unies, Tom Fletcher, au moment de lancer un appel aux dons à hauteur de 47,4 milliards de dollars pour aider en tout 190 millions de personnes l'an prochain à travers le monde. Cette somme est moindre que celle réclamée l'an passé, mais pour le fonctionnaire onusien, inutile de demander plus alors que l'ONU manque déjà de financement. Il se voit alors contraint d'établir des priorités, de faire des choix difficiles, comme celui de ne pas aider 115 millions de personnes qui en auraient pourtant bien besoin. L'Ukraine n'a, elle, pas besoin de l'ONU, mais de l'OTAN. La question de son adhésion à l'Alliance Atlantique est de nouveau examinée depuis hier par les 32 ministres des Affaires étrangères de l'organisation réunis jusqu'à aujourd'hui. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'intégration de territoires contrôlés actuellement par la Russie permettrait de mettre fin à la phase chaude de la guerre.
Mais pour les Alliés, il est encore trop tôt. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazet. La meilleure garantie pour l'Ukraine est une adhésion rapide à l'OTAN. Le moment est venu d'avoir des certitudes géopolitiques, une décision forte. C'est ce que martèle depuis ce mardi Andriy Sybiha, le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Invité à cette réunion avec ses homologues de l'OTAN et la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, il a cependant peu de chances d'obtenir une adhésion immédiate de l'Ukraine. La décision sera prise au plus tôt fin juin lors du sommet de l'OTAN à La Haye. D'une part car les alliés ne sont pas tous d'accord selon qu'ils sont de l'Est ou de l'Ouest de l'Europe. À part britanniques, français et néerlandais, seuls les voisins de la Russie et de l'Ukraine sont inconditionnellement engagés dans le soutien à Kiev. Les alliés ne peuvent que réaffirmer que le chemin de l'Ukraine vers l'OTAN est irréversible. Ils sont en fait surtout préoccupés par la menace de Donald Trump de régler le conflit en 24 heures et veulent, dans l'immédiat, renforcer le plus possible l'Ukraine afin qu'elle arrive en position de force à la table des négociations. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican. Dans quelques minutes, le pape présidera à l'audience générale. Avant cela, hier et lundi, il a participé au Vatican à la réunion du Conseil des cardinaux, cet organe informel qui le conseille depuis le début de son pontificat. Plusieurs thèmes ont été abordés, la collégialité dans l'Église, le synode, bien sûr, le rôle des femmes dans l'Église, ainsi que le rôle des représentants pontificaux dans une perspective synodale missionnaire. Plus de précisions sur notre site internet www.vaticannews.va. L'Afghanistan, cimetière des libertés, a commencé par celle des femmes contraintes de se voiler intégralement, de vivre recluses et d'être exclues notamment de l'éducation. Dernière mesure prise par le pouvoir à leur encontre, le bannissement des jeunes femmes des écoles d'infirmières et de sages-femmes. Ordre du guide suprême qui ne s'embarrasse pas de savoir quelles conséquences aura à sa décision pour la santé des Afghans et des Afghanes. Dans leur délire d'application stricte de la charia, les talibans, de retour au pouvoir depuis août 2021, ont également adopté une loi en août dernier qui interdit la diffusion d'images d'êtres vivants dans les médias. La censure se renforce donc dans le domaine de l'information déjà mise sous tutelle et n'est mise en pas de la société afghane. Célia Mercier, journaliste responsable du pôle Asie du Sud pour Reporters sans frontières, revient sur 3 ans de musellement des journalistes au sein de l'Émirat islamique. Donc effectivement, mi-octobre, le gouvernement taliban a annoncé vouloir appliquer l'interdiction de diffuser des représentations d'êtres vivants dans les médias. Le porte-parole du ministère de la propagation de la vertu et de la répression du vice a annoncé que la loi allait être mise en œuvre progressivement dans tout l'Afghanistan. Donc nous avons comme information que des journalistes de plusieurs provinces afghanes ont été sommés d'appliquer cette mesure de manière progressive et que la nouvelle règle a commencé à être appliquée à Kandahar, donc le bastion des talibans, et dans la province de Takhar, dans le nord-est du pays, où 3 chaînes de télévision auraient cessé d'émettre. Mais pour le moment, la situation n'est quand même pas très claire. On ne sait pas si la loi va être appliquée de manière stricte et dans tout le pays, ce qui aurait un impact évident pour la télévision. Le directeur de la principale chaîne de télévision de Kaboul, Tolo TV, a rencontré le ministre de la prévention du vice et de la promotion de la vertu pour savoir justement si les télévisions allaient être interdites. Et le ministre a déclaré qu'il ferait part de ses préoccupations aux dirigeants talibans à Kandahar. Alors, est-ce que cette loi est en elle-même symptomatique d'une régression de la liberté de la presse depuis l'arrivée des talibans ? Oui, tout à fait. Le retour au pouvoir des talibans en août 2021 a vraiment sonné le glas de la liberté de la presse en Afghanistan. On a constaté que la répression des journalistes s'est intensifiée au fil des mois. Désormais, les médias vivent vraiment dans un climat de peur et le paysage médiatique a été décimé. Près de la moitié des médias afghans ont disparu. 2/3 des 12 000 journalistes que comptait le pays ont cessé leur activité. 80% des femmes journalistes ont abandonné la profession et les quelques rares femmes qui sont encore en activité sont soumises à toutes sortes de restrictions, une restriction d'accès aux sources officielles, harcèlement, salaire très bas, voire inexistant, et il y en a qui travaillent même gratuitement. Déjà, les télévisions et radios n'ont plus le droit de diffuser de la musique, les présentatrices doivent se couvrir le visage, et les journalistes vivent sous la menace constante d'être arrêtés par la police.
Et comment justement cette censure s'opère-t-elle et qui en sont les acteurs ? Alors on peut déjà parler en fait d'un climat de peur qui va conduire à l'autocensure dans la mesure où les talibans sèment la terreur en multipliant les arrestations de journalistes. C'est un effet dissuasif pour ceux qui voudraient critiquer le régime. La critique du régime par les médias n'est pas tolérée parce que les talibans veulent contrôler absolument leur image et ne souhaitent pas que la réalité assez catastrophique du pays soit montrée au monde extérieur. Par ailleurs, au niveau des directives, les journalistes reçoivent des directives de multiples acteurs, que ce soit le ministre de l'Information, de la Culture, des services de renseignement, du ministère donc pour la promotion de la vertu et la répression du vice, etc. Donc cela crée vraiment une grande confusion sur les règles à suivre, sur ce qui est interdit ou autorisé. Mais alors quel rôle jouent les médias afghans en exil et de quel financement disposent-ils ? Alors, pour accéder à une information qui n'est pas censurée, qui n'est pas sous contrôle, les Afghans vont effectivement se tourner vers les médias en exil ou les médias étrangers en langue persane, qui sont accessibles en ligne ou par satellite pour certaines télévisions. Donc, ce sont vraiment les seuls qui vont pouvoir couvrir l'actualité du pays de manière indépendante. Et il en existe une 50aine donc, de médias en exil qui sont animés par des journalistes afghans qui sont réfugiés à l'étranger. Cependant, ils restent encore largement dépendants de financement de donateurs pour leur survie, donc leur modèle économique n'est pas encore très stable et ils subissent également des pressions politiques en Afghanistan de la part des talibans qui vont réprimer leurs collaborateurs. Interrogé par Vianney Gilio, Célia Mercier de Reporters sans frontières était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez suivre l'audience générale du pape François sur notre antenne ou sur notre site internet. Excellente journée à toutes et à tous. Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.